Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être financer son voyage. Alors je précise, financer le voyage une fois que vous êtes parti, c'est-à-dire le voyage réellement. Je ne vais pas parler du financement du bateau, de son achat, de sa mise au point, etc. Donc dans le cadre de ma société de conseil, parce que vous savez que j'ai une société de conseil pour l'achat des bateaux, j'aide à acheter le bateau, j'aide à mettre au point le bateau dans un cadre de voyage, etc. Je parle souvent de financement de bateau, rarement de financer le voyage après. Mais il faut faire attention, c'est de pas dépenser tout votre argent dans l'achat du bateau et n'avoir pas d'argent pour partir. Hein, c'est quand même un point qui était assez essentiel. Donc dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs cas. Des cas des gens qui sont en retraite ou qui ont des placements financiers, des appartements. Le cas des gens qui font du télétravail. Le cas des équipages qui font du travail sur place, hein, qui trouvent un emploi au cours des escales. Ces trois points-là vont être assez rapides, je pense. Après, je vais parler des gens qui font une exploitation commerciale avec leur bateau. C'est devenu la grande mode, mais là, ça va être le gros point de la vidéo, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à bien comprendre. Après, on prend un petit point sur ceux qui partent avec leurs économies, tout simplement. Et puis après, à la fin, je vous donnerai mon avis, mon retour d'expérience, et je vous dirai un peu les bonnes questions à se poser. Alors, premier point, ceux qui partent et qui sont retraités. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut dire que c'est l'idéal. Vous avez des revenus qui tombent chaque mois, et votre seule difficulté, naturellement, c'est de mettre en adéquation l'entretien, la gestion de votre vie courante, l'avitaillement du bateau, etc., etc., tous les frais inhérents au voyage, en adéquation avec vos revenus, quoi. Donc là, il suffit d'avoir choisi un bateau pas trop grand pour pouvoir maîtriser votre budget. Et puis, comme tout budget de toute personne, il faut faire attention et il y a des choix à faire. Voilà. Un peu, c'est la même chose pour ceux qui ont des placements financiers ou des appartements à louer, avec juste une petite différence, c'est que les retraités ils sont quand même vraiment relativement libres. Hein. Ceux qui ont des placements, des appartements, il faut qu'ils puissent être un petit peu quand même joignables régulièrement pour qu'ils puissent gérer des problèmes, s'il y en a, voilà, des impayés, un appartement qui a des énormes dégâts, etc. Voire avoir prévu un petit peu d'argent de côté, parce que peut-être que vous pourriez avoir besoin de rentrer pour régler un énorme problème que vous avez eu, si par exemple vous louez des appartements, quoi. Voilà. Et des revenus par rapport à la retraite qui sont peut-être un peu moins réguliers, quoi. Mais ce sont quand même des situations qui sont assez confortables pour voyager, quoi. Voilà. Après, deuxième cas, le télétravail. Alors ça se fait de plus en plus, parce que ça s'est développé. Moi par exemple, je connais quelqu'un qui fait du télétravail, il est informaticien, donc il programme, il fait de la programmation informatique. Bon, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez faire dans votre bateau. Alors avant, un petit peu la difficulté, c'était d'avoir une bonne connexion Internet et à un prix abordable. C'est vrai que maintenant, avec Starlink, c'est de moins en moins un problème, quoi. Après, là, on en revient un petit peu comme la retraite. Vous avez des revenus d'un côté et vous avez des dépenses de l'autre. Il faut que ça corresponde, naturellement, c'est la gestion de tout foyer. Et puis, il ne faut pas que votre activité de télétravail soit suffisamment rentable, parce que vous allez avoir quand même des frais un petit peu à cause du télétravail, Starlink, etc. Donc il faut quand même que vous ayez un salaire suffisant pour que ça rentabilise les frais que vous allez avoir pour faire ce télétravail. Après, alors, le travail sur place, c'est-à-dire vous partez, etc. Donc, je vais pas mal parler des Français dans cette vidéo, parce que je suis français et puis qu'on a un petit peu des particularités. Mais en règle générale, ça s'applique un peu à toutes les nationalités, parce que un peu dans tous les pays, il y a le même genre de réglementation, etc. Alors les Français, ils ont quand même quelque chose qui est assez cool pour eux, c'est que la France existe dans un paquet. Il n'y a pas que la France hexagonale, il y a la France des dom-toms, où tout Français peut aller travailler, quoi. Donc le seul problème qu'il va avoir, c'est quand même
un respect de la réglementation locale par rapport à l'octroi de mer. Donc bien se renseigner là-dessus, parce que si vous travaillez, ça veut dire que vous restez plus de temps que le temps qui vous est normalement imparti, par exemple pour la Polynésie. Voire, ce que j'ai entendu dernièrement là où Santi, c'est que si vous travaillez, ils estiment que vous devez payer l'octroi de mer. Voilà, je ne vais pas trop parler plus avant de l'octroi de mer, parce que je suis vraiment pas trop spécialiste de ça, mais je ne peux que vous conseiller de bien vous renseigner avant, hein, parce que si vous espérez arriver en Martinique puis avoir un job et puis que vous apercevez que c'est pas possible par rapport à l'octroi de mer, c'est dommage, quoi. Voilà. Donc bien se renseigner là-dessus, et puis voilà, et puis naturellement, il y a des jobs où c'est beaucoup plus facile que d'autres. Si vous êtes médecin, généralement vous trouvez du travail. Si vous êtes infirmier, infirmière, vous trouvez du travail. Voilà, il y a des jobs où c'est facile de trouver du job. Il y a d'autres emplois où c'est quand même pas très facile de trouver, quoi. Après, il y a la solution naturellement de travailler, mais pas dans votre pays, dans une escale, mais dans un pays étranger. Alors là, c'est nettement plus compliqué, parce que de plus en plus, tous les pays ont des réglementations et les font respecter. Enfin, il y a toujours eu des réglementations, mais avant, ça se faisait pas très, c'était pas très respecté. C'est de plus en plus respecté, donc je vais donner un peu le cas extrême. Vous imaginez bien, vous arrivez aux États-Unis, vous n'allez pas pouvoir travailler comme ça, il va falloir que vous ayez une carte verte, etc. Voilà. Alors naturellement, il reste ceux qui travaillent de façon illégale, donc moi, à nouveau, je ne jette pas la pierre à personne, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais là, bon, naturellement, si vous vous faites prendre, etc., vous pouvez vous retrouver avec des poursuites judiciaires, être expulsé du pays, ça c'est pas très grave quelque part. Ça peut devenir plus compliqué si jamais votre bateau est saisi ou des choses comme ça. Alors, maintenant, on va parler de ceux qui veulent exploiter leur voilier. Ceux qui considèrent leur voilier de voyage, mais aussi comme un outil de travail, un moyen de rentrer un petit peu d'argent. J'ai distingué deux grands cas, il y en a peut-être plus où vous commenterez, hein, et vous me direz si vous voyez d'autres cas, mais moi j'ai mis deux grands cas. Les gens qui embarquent des équipiers et qui leur demandent une participation, je vais parler de ça, et les gens qui carrément, vraiment, ont créé un site, etc., et font du charter. Il faut avouer que les technologies modernes, les réseaux sociaux, la possibilité de créer un site internet, tout ça, font que c'est devenu beaucoup plus facile maintenant de vendre des places de charter ou d'école de voile sur votre bateau ou des places d'équipier que ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années quand il fallait mettre des annonces d'envoi les voiliers. Voilà. Donc ça s'est beaucoup développé, je pense aussi que ça s'est développé parce qu'on est dans une société beaucoup plus mercantile, où beaucoup pensent que toute activité doit, entre guillemets, rapporter d'argent ou pas trop en perdre. Hein, dans l'exploitation du bateau, hein, ça je ne sais pas trop où on en est, voilà, c'est pas obligatoirement qu'on gagne de l'argent, hein, des fois c'est juste éviter d'en perdre trop, mais enfin voilà, disons qu'on est dans une société où maintenant il faut un peu tout marchandiser, donc voilà, c'est devenu la grande mode. Alors, premier cas, vous embarquez des équipiers et vous demandez une participation à la caisse de bord. Donc, en tout cas, si vous êtes français, les affaires maritimes, voilà comment elles vont considérer les choses. Quand vous embarquez un équipier, soit vous demandez l'argent justement juste de la caisse de bord. La caisse de bord, c'est ce que vous consommez tous les jours, la nourriture, à la rigueur le gasoil, les frais de port. Donc typiquement, si vous ne voulez pas avoir de soucis, les équipiers arrivent, et ils mettent 300 €, tout le monde met 300 € dans un petit panier, et toutes les dépenses courantes du bateau sont faites avec ces 300 €. Si vous faites comme ça, vous n'aurez jamais aucun problème avec les affaires maritimes. Si vous demandez 10 € par jour, les affaires maritimes, a priori, vont aussi considérer, alors je dis 10 €, je dis un peu ça au pif, hein, mais on va dire, a priori, elles vont considérer aussi que c'est juste une participation à la caisse de bord. Le problème se pose quand vous commencez à demander plutôt 20, 25 €, 30 €, 40 €, enfin, etc. Là, à un moment, les affaires maritimes, et ça va être à l'appréciation du gars des affaires maritimes, va juger que vous ne demandez plus les frais courants, les frais réels de la croisière, mais que vous cherchez à rentabiliser de votre bateau, et donc que vous faites du charter déguisé. Voilà. Donc, à nouveau, hein, les justifications des personnes qui font ça, ils disent, oui, mais moi, le bateau, il m'a coûté de l'argent, la bouffe, le gasoil, tout ça, ça coûte pas cet argent, mais ça me permet aussi, c'est l'usure de la voile, etc. Tout ça, moi, je veux bien l'entendre, mais je vous explique ce que les affaires maritimes vont dire. Elles vont dire, à partir du moment où vous avez demandé une somme qu'elles estiment, entre guillemets, supérieure au coût
de la nourriture, etc., du bateau, elles vont estimer que vous faites du charter. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans une activité professionnelle pour les affaires maritimes, les douanes. Et donc, ça veut dire que l'activité de charter, c'est protégé, c'est un travail, c'est un emploi, c'est une profession protégée. Il faut donc avoir un capitaine de sang, il faut être déclaré à l'ENIM. Il faut naturellement, comme toute activité professionnelle, avoir une assurance professionnelle, une responsabilité civile, payer vos impôts, vos cotisations sociales, etc. Alors, quels sont les risques? Eh bien, il y a un risque administratif, donc si les affaires maritimes disent que vous avez une activité professionnelle, il faut donc que vous ayez les diplômes, et si vous ne les avez pas, vous risquez une amende, etc. Et puis, il y a le risque aussi, il y a toujours le risque qu'il y ait un accident sur le bateau, et que les équipiers déposent une plainte. À partir de ce moment-là, vous n'avez pas pris d'assurance, vous n'avez pas d'assurance professionnelle, vous avez juste une assurance pour une activité privée. L'assurance, elle va dire, mais attendez, là, vous faisiez du charter, etc. Elle ne va pas rembourser. Bref, vous vous retrouvez dans un paquet d'ennuis, quoi. Alors, ces ennuis, écoutez, c'est les mêmes pour ceux qui font du charter officiellement, qui ont un site. Voilà. Celui qui veut faire un site, etc., c'est encore plus facile de dire qu'il fait du charter, donc il faut naturellement qu'il soit bien en conformité, qu'il ait un diplôme, s'il vend son activité comme une école de voile, qu'il ait un brevet d'État, qu'il ait bien pris une assurance professionnelle, etc., payer ses taxes, etc., etc. Alors ça, c'est le cas le plus simple encore, c'est quand vous partez de France, etc. Mais qu'en est-il si vous voulez faire des activités professionnelles dans un autre pays, quoi? C'est-à-dire si vous voulez faire, si vous vous mettez à faire du charter quand vous êtes, je sais pas, aux Bahamas, quoi. Alors, premier cas, vous êtes aux Bahamas, vous êtes dans une île, vous embarquez des équipiers, vous les débarquez, vous les embarquez des équipiers, etc. Il ne va pas se passer longtemps avant que soit les autorités s'en rendent compte, soit quelqu'un vous dénonce. Parce que quand vous êtes dans un pays étranger, il ne suffit pas que vous ayez votre capitaine de sang ou votre brevet d'État, etc. Il faut aussi que vous soyez en conformité avec les lois du pays. Quand vous êtes arrivé, vous avez demandé probablement un visa de tourisme. Un visa de tourisme ne vous autorise pas à travailler. Si vous voulez travailler aux Bahamas, il va falloir vous mettre en conformité avec les lois bahamiennes, que je ne connais pas, mais probablement qu'il y a différentes choses, probablement un diplôme local, etc., etc. Donc, pour vous donner un exemple, moi, quand le dernier tour d'Atlantique que j'ai fait, quand j'étais en Argentine, chaque fois que vous quittez le port, etc., on fait des documents, ce qui s'appelle le ZARPE, et ils nous font signer un papier comme quoi on n'est pas en train de faire de charter. Parce qu'en Argentine, c'est interdit, strictement interdit, d'avoir la moindre activité de charter, quoi. Sauf à payer, à avoir une société locale, etc. Voilà un petit peu la difficulté que vous allez avoir si vous voulez faire du charter, de l'école de voile, des choses comme ça. Soit vous tombez, donc je récapitule rapidement, soit vous tombez sous le coup de la loi locale et où vous risquez d'être pas en conformité parce que autant de pays et autant de lois locales. Et soit vous risquez de tomber si vous n'êtes pas non plus en conformité avec la loi de votre pays et du pavillon de votre bateau. Là, j'ai pris l'exemple français, capitaine de sang, etc. Mais c'est la même chose en Espagne, ça s'appelle pas le même diplôme, etc. Mais partout, il y a des diplômes, partout, il y a des réglementations. Alors, je reprends la vidéo. Après, il y a ceux qui font de l'exploitation de leur voilier, mais un peu d'une autre façon. Airbnb, des choses comme ça. Là aussi, le problème, c'est d'être en conformité avec les règles locales, quoi. Toujours pareil. Je ne pense pas que quand vous êtes aux Bahamas, ça soit très légal de faire des Airbnb avec votre bateau. Donc, si vous comptez financer votre bateau comme ça, votre voyage comme ça, il va falloir qu'à chaque fois que vous arrivez dans un pays, que vous sachiez ce que vous faites, est-ce que vous encourez les risques, si vous voulez le faire borderline, un peu comment vous pouvez le faire borderline sans risquer de vous faire choper, mais c'est toujours... parce qu'attention, quand on se fait choper, on peut se faire saisir le bateau, foutre en tôle, etc. Donc ça peut aller loin, les problèmes, donc c'est à vous de voir si vous voulez prendre les risques. Alors, il y a un autre effet pervers aussi à ce désir d'exploiter son voilier de façon professionnelle, c'est que les gens vont avoir tendance à acheter des bateaux plus gros que ce que eux ils peuvent financer, parce qu'ils disent oui mais il n'y a pas de problème, je vais avoir de l'argent, etc. Donc on va par exemple acheter un kata ça coûte quand même très cher, du coup on a mis tout son poignon dans le kata, on n'en a pas grand chose pour partir, on n'a pas grand chose pour acheter les voiles et tout ça quand c'est foutu, entretenir le moteur, et donc on espère gagner de l'argent.
Alors ça, c'est extrêmement risqué, moi je trouve, parce que vous vous mettez dans une situation financière, où si vous n'avez pas les clients, bah, c'est problématique, etc. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'on voit un petit peu beaucoup en ce moment de gens qui disent « Ah bah non, on arrête le voyage, ça coûte trop cher, etc. etc. » Voilà, peut-être avaient-ils pensé pouvoir financer leur voyage, et qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup plus compliqué que prévu, quoi. Donc, maintenant, on va parler de ceux qui partent avec leurs économies. Donc moi, c'est ce que j'avais fait. Moi, sur mon tour du monde, je l'ai autofinancé. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai économisé de l'argent et je suis parti. La solution est assez simple. C'est un peu comme la retraite, sauf que vous n'avez pas de rentrée d'argent d'un côté. Vous avez votre pognon, vous savez que vous avez telle somme. Vous avez à peu près calculé que vous allez dépenser tant par an. Et puis, bah, vous gérez au fur et à mesure et il faut que vous restiez dans ce budget. Ou vous le faites vraiment à l'arrache, comme moi j'avais fait le tour du monde, je n'avais pas du tout prévu, je ne savais pas du tout combien j'avais dépensé par an, mais bon, bah, j'ai géré comme ça, quoi. Voilà, c'est tout, et je me suis débrouillé, quoi. Le problème qu'il faut faire attention, il faut toujours avoir une réserve d'argent. Démater son bateau, et ça c'est vrai d'ailleurs pour toute la vidéo, hein, si je peux dire, tous les points de la vidéo, il faut toujours avoir une réserve d'argent en cas de pépin. Vous dématez quand vous êtes au Brésil, je vous promets que votre mât va vous coûter beaucoup plus cher qu'en France, et que ça va coûter, c'est un bateau comme Tao, je dirais que vous êtes un minimum 13, 14, 15 000 euros. S'il faut faire venir le mât de France, là-bas c'est 100% de taxes. Oui, donc déjà vous êtes à plus de 15 000 euros, quoi. Donc voilà, il faut toujours avoir de l'argent en cas de gros pépins. Ça c'est une réserve que vous devez mettre de côté, c'est vrai, même pour les retraités, etc. Mais c'est encore plus vrai pour ceux qui vivent sur leurs économies. Et puis après, faut gérer au quotidien. Voilà. Donc moi, pendant mon tour du monde, j'ai fait ça. J'ai vécu avec mes économies. Puis de temps en temps, j'ai trouvé un peu de travail locaux. À cette époque-là, c'était pas très compliqué. Moi, j'avais bossé à Saint-Martin. Voilà. Alors il y a une petite spécificité aussi, vous pouvez faire des petits jobs entre guillemets, vous arrivez dans un coin, votre voisin là, il est embêté, son bateau est pas caréné, vous avez un narguilé, vous allez caréner, vous demandez 100 balles, et puis voilà, bon, ça peut faire des fois un petit peu d'argent de poche, mais ça va être difficile de vraiment gagner de l'argent comme ça. Mais voilà, il y a pour certaines personnes, ceux qui ont des bons jobs, qui savent faire de la mécanique, etc., ça peut être un petit moyen quand même de temps en temps de se faire un bon petit billet, quoi, voilà. Là on retombe, hein. Attention, il ne faut pas dépasser, vous faites quelques petits trucs comme ça, personne ne va rien dire. Si vous commencez à mettre la grande affiche sur votre bateau, ici mécanique, machin, vous allez vite vous faire dénoncer par le mécanicien du coin qui va considérer que vous faites du travail, vous lui faites de la concurrence illégale, quoi. Alors maintenant je vais donner mon avis et un petit peu un retour d'expérience. Moi mon retour d'expérience il est un petit peu de ce que j'ai déjà dit, quoi. Je vois beaucoup de gens qui partent et qui se disent qu'ils vont financer leur voyage, qui se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile, qui ont pris un bateau trop grand et qui se retrouvent dans des sérieuses difficultés économiques, qui se retrouvent à devoir vendre leur bateau dans des coins un peu paumés. Ça veut dire qu'ils le vendent beaucoup moins cher que ce qu'ils ont de la valeur du bateau, hein, parce que quand vous vendez un bateau à Tahiti ou encore pire ailleurs, vous êtes obligé de baisser le prix pour trouver un acheteur, parce qu'il faut déjà aller là-bas, etc. Donc voilà. Donc ils risquent de se retrouver à avoir perdu de l'argent. Ils ont mis tout l'argent dans le bateau parce qu'ils essayaient de le rentabiliser. Ils ont un grave accident et ils ont plus les reins financiers pour faire face à cet accident imprévu. Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une certaine difficulté. Donc je ne peux que vous conseiller, même si vous voulez travailler, même si vous voulez exploiter votre bateau, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, et d'avoir quand même une bonne réserve financière. Il faut partir avec de l'argent sur votre compte. Ok, et puis après, je finirai sur un truc un petit peu, à nouveau un peu philosophique. C'est peut-être un truc que j'ai envie de faire de plus en plus dans mes vidéos. C'est que moi, quand je pars voyager, quand je suis parti là encore dernièrement faire un tour d'Atlantique qui a duré 2 ans et demi, et quand je pars comme ça, moi ce que je veux, c'est couper la vie que j'ai en France, et pas reproduire la vie que j'ai en France. Donc je pars pas sur mon bateau et je cherche pas à gagner de l'argent en même temps, parce que ça ne m'intéresse pas, parce que pour moi ça serait pas du voyage, quoi.
Quand je voyage, mon but c'est de vivre autrement que ce que je connais en France, c'est-à-dire j'ai pas envie d'être dans un cycle boulot, métro, dodo, hein. Bon, sur le bateau ça serait pas trop boulot, métro, dodo, ça serait un peu boulot, je sais pas quoi, dodo, mais j'ai pas envie voilà, j'ai envie de casser la routine que je connais en France. Je suis dans mon plaisir, c'est mon voyage, j'ai envie d'en profiter pleinement. Et donc je ne cherche pas à travailler, je ne veux surtout pas travailler, quoi. Voilà. Ok, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne, et puis je vous dis à bientôt, au revoir, be safe.